Quand je dis identifier... Comité RHDP, c'est pas un peu coloré politiquement? Mais qu'est-ce que vous appelez politique? Mais en fait, la crise ivoirienne est d'origine politique. C'est une crise issue d'une élection politique, une élection présidentielle. On ne peut pas cacher cela. Il n'y a pas que les militants RHDP qui ont été touchés. Oui, mais d'accord que ceux-là s'organisent comme ils se sont organisés pour dans le cas des déchets toxiques, ils s'organisent en association pour préparer leurs dossiers. On les a vus ici, suite aux déchets toxiques. Ils ont organisé des associations pour déposer des dossiers, pour demander des milliards. Oui, mais les personnes qui ont été tuées ont des parents. Oui, mais concernant quand même toujours les appels à témoins, moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites réellement pour informer la population quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, cette population est à majorité analphabète? Mais en ce qui nous concerne, au niveau du ministère de la Justice, nous avons instruit le procureur de la République à l'effet d'ouvrir des communiqués vont passer, d'ouvrir des bureaux pour recueillir les témoignages, les pièces, pour pouvoir nourrir le dossier du procureur, la Cour pénale internationale. Et au niveau, pour rendre la justice accessible à tous, nous avons demandé au niveau des tribunaux tels que Daloa, Bouaké, Korogo, Soubré, que les procureurs adjoints, en collaboration avec les officiers de police judiciaire, puissent recueillir les preuves. Des missions vont partir d'ici la semaine prochaine pour sensibiliser les populations. Tout à fait. Et ceci en accord, je dirais, en étroite collaboration avec le ministre des Droits de l'Homme, le ministre des Victimes de guerre, parce que nous avons un ministre des Victimes de guerre et des anciens combattants, le ministre Daré. Nous lui avons demandé, tout cela va se faire dès la semaine prochaine, les missions iront. On n'a pas assez de temps. Et qu'est-ce que vous faites des chefs coutumiers, par exemple, pour pouvoir... Mais je préfère m'adresser au préfet, au sous-préfet, c'est ce que nous allons faire, de voir des recensés dans leur circonscription, quelles sont les victimes qu'ils ont dans leur circonscription. Je laisse les chefs de coutumiers de côté. Donc les victimes et les témoins, en tout cas, on doit recueillir des informations. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour permettre même à ces victimes ou témoins-là de s'exprimer librement? Parce qu'il y a la peur aussi, peut-être de rencontrer son bourreau. Mais effectivement, nous prenons des dispositions pour protéger les témoins. Les témoins, dans le cadre des enquêtes que nous menons, si pour certains dossiers, jusque-là, nous avions pu avoir des informations, c'est parce que des dispositions sont prises pour protéger les témoins. Il y a des dispositions qui sont prises pour protéger les témoins, je ne vais pas le dire sur le plateau, sinon ce ne serait pas des mesures si on les révèle publiquement. Mais vous pouvez nous faire le point quand même du nombre des victimes et des témoins déjà enregistrés? Je pourrais vous dire que nous avions autour de 2000 et quelques victimes déjà enregistrées, des personnes bien identifiées. Bien identifiées. D'accord. Un autre point de l'actualité. Le week-end dernier, 17 personnes proches de l'ancien président ont été remises en liberté sur les 36 qui étaient en résidence surveillée à la Pergola. Alors, 15 de ces derniers viennent d'être inculpés. Mathématiquement, il reste encore 4. Qui sont-ils et quel est leur sort? Madame, je voudrais d'abord, je refuse qu'on dise que ces personnes ont été libérées. Je me suis rendu, l'histoire de la Pergola, ces personnes ne sont pas allées à la Pergola comme cela. C'est sur insistance de certains d'entre eux, après les événements du 11 avril, lorsque le président Gbagbo est parti, que on a été appelé, j'ai été appelé par le ministre Alcide Diedje, j'ai dit son nom sur le plateau, en toute transparence, avec le président Fi Nguessan, ils étaient tous réfugiés au Sébroko. Et nombreux sont les proches du président Gbagbo qui m'appelaient parce que nous avons été ministres pendant 4 ans avec le président Gbagbo dans son gouvernement, on en connaît. Et puis en dehors de cela, certaines, parmi eux, avec certains, nous sommes allés à l'école, on se connaît. Ils appelaient pour leur sécurité. C'est en accord avec l'ONUCI que nous avions décidé, le président a décidé de réquisitionner la Pergola pour abriter ces personnes. C'est ce qui a été fait. Mais la Pergola avait commencé à être, on allait, on venait. Les mesures de sécurité, pour des mesures de sécurité, nous avons jugé utile de trier. Et j'insiste, je l'ai déjà dit sur le plateau de la télévision, nous avons demandé à ces responsables politiques d'appeler leurs partisans à déposer les armes pour que nous puissions aller résolument à la paix.
Il en est ainsi des miliciens qui étaient à Yopougon. Nous sommes partis avec la télévision, la TCI, pour permettre au président du FPI à Finguessan d'appeler les siens à l'apaisement. Nous avons fait cela. Quelque temps après, et nous avons appris que, bon, de leur propre initiative, ils ont appelé les télévisions étrangères, les radios étrangères, pour demander, pour faire donner une conférence de presse. En ce moment, nous avons dit non, vous n'avez pas le droit de faire cette conférence de presse. Vous n'avez pas le droit de faire cette conférence de presse. Si Donc vous devez vous la avez faire... vissé un peu les conditions de résidence. Ah, mais évidemment, puisque c'est grâce par une loi de 63. Et ensuite, on les a mis en assignation en résidence. En assignation peut-être que nous allons résidence. aller dans le détail Oui, des conditions de détention. je viens, excusez-moi, parce que on entend par-ci, par-là, détention arbitraire, on entend par-ci, par-là, c'est la violation des lois. Cet après-midi, j'ai reçu M. Kofi Go, ancien Premier ministre de Togo, et avocat de M. Laurent Gbagbo, qui est venu. Je lui ai brandi les textes, la loi est là, nous n'avons rien fait légalement. Peut-être le texte de loi, comme ils me l'ont dit, ils m'ont dit que c'était désuet, mais j'ai dit, mais la loi existe, c'est une loi de 63. Et le président Gbagbo, c'est d'ailleurs lui qui nous a inspirés, il a utilisé cette loi pour réquisitionner la BCAO et le personnel de la BCAO. Voici, j'ai en main des décrets signés le 12 février 2011. Brièvement que dit cette loi. Oui, voici, Laurent Gbagbo, voici sa signature. Le décret portant réquisition Oui, de la réquisition de la BCAO, réquisition du personnel. Mais cette loi dit que si quelqu'un peut troubler les... Et c'est une loi vraiment un outil de travail de l'exécutif qui dit que si quelqu'un veut troubler la quiétude, quelqu'un veut empêcher la promotion économique et sociale de la nation, cette personne peut être assignée à résidence. Alors, monsieur le ministre, Et ces personnes ont été assignées régulièrement à résidence. Et je dis, c'est en lisant même ce texte, parce que nous, on était au Golfe, c'est en lisant ces décrets qu'on a dit, tiens, nous, on s'est rappelé, on n'avait aucun moyen, qu'on a su que cette loi existait, qu'on pouvait l'utiliser, puisque M. Gbagbo l'a utilisé pour réquisitionner le personnel. Oui, mais la question de Sali était précise. Est-ce que ces personnes n'ont pas été piégées parce qu'elles sont allées pour leur propre sécurité? Vous-même, vous les avez sécurisées. Je reviens. Voilà. Piégé, qu'est-ce que vous appelez piège? Celles qui devaient partir sont parties. Ce n'est pas la première fois que des personnes quittaient la pergola. En mai, lorsque M. Kofi Annan est venu ici avec Mme Robinson et Desmond Tutu, un lot, notamment les épouses de ces personnes. Est-ce qu'on vit en prison avec son épouse? Est-ce qu'on vit en prison avec ses amis eux? Oui, on a laissé partir ces personnes. Moi-même, je me suis rendu à la pergola. J'ai demandé à certains d'entre eux, rentrez chez vous parce que vous coûtez cher aux contribuables ivoiriens. Puisque ces gens-là, ils mangent, ils dorment aux frais du contribuable ivoirien. Certains d'entre eux m'ont dit, non, pour les questions de sécurité, nous préférons rester ici. D'accord. Dès lors, quelqu'un ne se sent pas en sécurité. Je voudrais que vous répondiez à la question première de Sali, à savoir que des proches ont été mis en examen. Oui. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? J'en arrive. Et parmi ces personnes, il y en a qui intéressent la justice ivoirienne parce que ces gens-là, ils ont posé des actes infractionnels. Et on a pris tous les membres du gouvernement de Gbagbo, tous ceux qui étaient là-bas, ce gouvernement illégitime et illégal, les 15 parmi elles, ces personnes, nous avons vu le juge d'instruction parce que déjà une enquête préliminaire avait été déjà faite par le procureur de la République. Et il ressort des éléments objectifs de cette enquête préliminaire que ces personnes ont commis des crimes économiques, notamment des détournements d'argent, le braquage de la BCAO, le gouverneur et Philippe-Henri Dacoury, les 300, 400 milliards de la BCAO qui sont sortis, on est allé avec des fusils pour voler cet argent. Il faut qu'ils répondent, qu'on nous dise pourquoi vous êtes allés, Manu Militari, prendre l'argent de la BCAO, qu'est-ce que vous en avez fait? Comment vous avez procédé ainsi, vous qui êtes des hauts responsables, le pourquoi et le comment, ils doivent venir s'expliquer devant la justice. C'est ainsi qu'on a placé 15 d'entre elles sous mandat de dépôt. Ceux qui y sont... En termes clairs, sous mandat de dépôt, ça veut dire quoi? Sous mandat de dépôt,
c'est-à-dire maintenant, ils sont sous la main de justice. C'est-à-dire, le juge d'instruction a pris un acte pour dire qu'à partir de maintenant, là, vous êtes privés de liberté. Ils sont en prison. Ils sont en prison à la Pergola, si la Pergola était une prison. Et les personnes qui ont fui le pays? Mais il y a des mandats d'arrêt qui sont lancés actuellement. Déjà lancés? Déjà lancés, c'est en cours. D'accord. Nous continuerons de prendre des nouvelles de toutes ces personnalités. Mais Charles Sibahi a tendu son micro à des responsables d'organisations non gouvernementales, des ONG, pour recueillir leurs observations. Écoutons attentivement pour d'éventuelles réactions sur ce plateau. Les exigences en matière d'état de droit sont multiples. Donc, en matière de justice, évidemment, il faut éviter de mettre la charrue avant le bœuf. Notamment, on ne peut pas déjà prononcer une sentence avant d'avoir fait même le procès. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que ceux qui sont privés de liberté, parce que d'aucuns disent qu'ils sont incarcérés, d'aucuns disent qu'ils sont en résidence surveillée, mais ceux qui sont privés de liberté, liberté qui fait partie du pacte international des droits civils et politiques dont la Côte d'Ivoire a ratifié, donc la Côte d'Ivoire est État membre. Donc ces libertés étant limitées pour certaines personnes, ces personnes-là, il faut leur signifier, leur notifier ce pourquoi ils sont soit en résidence surveillée, ce pourquoi ils sont soit dans les lieux où ils ne peuvent pas se mouvoir véritablement. Ensuite, la deuxième exigence, il faut que ces personnes-là, si on a pu signifier, notifier, que ces personnes-là puissent avoir des visites. Les visites concernant les avocats, s'ils doivent être auditionnés, il faut absolument qu'il y ait des avocats. Sinon, ça mettra en cause l'équité de la justice, donc l'équité du procès à venir. Et ces personnes-là également doivent pouvoir bénéficier de la visite des médecins éventuellement, s'ils sont dans des situations difficiles au niveau sanitaire, et également des poches. Nous allons lancer un appel aux autorités ivoiriennes d'encourager le procureur à orienter ou bien à modifier cette demande-là en y adjoignant les crimes qui ont été commis depuis 2002. Sinon, ça donne l'impression effectivement d'une justice à deux vitesses. Une justice, comme vous l'avez dit, des vainqueurs, ceux qui ne sont pas aujourd'hui, et ceux qui n'ont pas été, qui sont pour pouvoir, auront l'impression que cette justice-là n'est que pour les autres. Parce qu'en fait, depuis 2002, la quasi-totalité des Ivoiriens, de quelque bord politique que ce soit, de quelque ethnie que ce soit, ont été victimes à quelque niveau que ce soit de violence ou des actions, etc. Donc, ce n'est pas une affaire des partis, c'est plutôt une affaire d'équité, d'objectivité et d'impartialité. En tant qu'organisation pour la promotion de l'état de droit, nous observons actuellement quelques petites difficultés dans la mise en œuvre de la procédure pour saisir la Cour pénale internationale. Tout simplement parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le statut de Rome, qui est le traité du CPI. Et donc, la question que je voulais poser au ministre, est-ce que le gouvernement ivoirien compte ratifier le traité de Rome, le statut de Rome, et quand est-ce qu'il compte le faire? Deuxième question que je voulais poser à M. le ministre, nous, en tant qu'organisation ivoirienne, nous avons été quelque peu surpris quand, dès le 11 avril, il avait été annoncé officiellement par le porte-parole d'alors du gouvernement Ouattara que M. Blé Goudé avait été arrêté et mis en résidence surveillée. Et puis après, le porte-parole du gouvernement s'est rétracté, il a apporté un démenti. Alors ça nous paraît quelque peu flou. Qu'est-ce qu'il en est exactement par rapport à sa situation?